Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM. Bon matin, chères auditrices, chers éditeurs, plaisir de vous retrouver. Au programme aujourd'hui, on parlera de l'actualité politique vue par le Parti libéral du Québec. On parlera aussi de militantisme et la ligne du parti. Et bien sûr, par la suite, on va recevoir deux femmes extraordinaires qui viennent de recevoir un hommage de la ville de Montréal. Restez à l'écoute, on vous revient après une courte pause. On continue alors notre tournée des partis politiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. Frantz Benjamin, le président du caucus du Parti libéral du Québec et porte-parole du dossier de la jeunesse. M. Benjamin, bonjour. Bonjour M. Baronnet, bonjour Mohamed. Bonjour. Je me sens bizarre que tu m'appelles M. Benjamin comme ça, donc entre nous c'est Frantz et moi. Oui, ben soyez à l'aise alors, ok, super. Ça ne dérange pas, donc on va continuer avec notre bonne vieille tradition amicale. Ok, super, merci. Alors, à quelques jours avant la fin de cette session, comment vous évaluez le rendement du Parti libéral du Québec? Ben, écoutez, cette session-ci, nous avons pu mettre en évidence, premièrement, plusieurs failles de la CAQ, notamment au niveau des mesures sanitaires, notamment au niveau des mesures de soutien aux entreprises, notamment aux mesures d'appui aux familles et particulièrement aux jeunes. Je pense entre autres aux demandes répétées que nous avions faites en matière de santé mentale pour faciliter, pour encourager la réussite éducative des jeunes. Et non seulement nous avons pu mettre en évidence les failles de la CAQ, mais nous avons aussi profité pour apporter des propositions. Nous n'avons pas été seulement une opposition qui critique seulement, mais nous avons apporté des propositions concrètes aussi, que ce soit en matière d'habitation et de logement. Je pense entre autres à cette belle proposition que ma collègue Marie-Claude Nichols et la chef Dominique Anglade ont faite pour soutenir les gens qui veulent pour l'accès à la propriété, les gens qui veulent accéder à une première propriété, et aussi en matière de logement abordable aussi. Donc, il y a une belle proposition que j'invite les gens à découvrir à ce niveau-là. On a fait aussi des propositions en matière de santé mentale. On a proposé que la santé mentale devienne une urgence nationale, en ce sens qu'on puisse travailler non seulement sur le soutien aux jeunes, sur le soutien aux aînés, le soutien aux familles en matière de santé mentale, mais aussi pour tout ce qui concerne aussi la pénurie de main-d'œuvre. Au niveau économique, mes collègues Carlos Leitao, Monsef Déragi ont à chaque jour fait des propositions, que ce soit en termes de projet de loi, en termes de motion pour soutenir les entrepreneurs, soutenir la création de la richesse au Québec. Hier encore, mon collègue Monsef Déragi était en chambre pour critiquer justement le gouvernement qui a laissé tomber plusieurs entreprises, des investisseurs québécois pour favoriser des investisseurs étrangers. Donc, je crois que nous avons été très actifs. Cette semaine, d'ailleurs, je pense ce vendredi, la chef, accompagnée du leader et peut-être d'autres élus aussi, aura l'occasion de faire le bilan de la session et pourra évidemment aborder beaucoup d'aspects que je n'ai pas le temps d'aborder ici dans l'entrevue. Effectivement, le Parti libéral a fait plusieurs propositions, mais on ne l'a pas vu un impact. Il n'y avait pas vraiment ça n'a pas suscité beaucoup d'intérêt et le gouvernement n'a pas réagi non plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, c'est sûr que nous sommes dans une situation actuellement très particulière en lien avec la pandémie. Alors, avec le déconfinement qui s'en vient, ce sera l'occasion d'ailleurs, avec l'été, moi qui suis par exemple un homme de terrain, j'ai le goût de gagner le terrain, mes collègues aussi, pour aller parler, rencontrer les Québécoises et les Québécois. Je pense que l'ambiance de la pandémie n'a pas aidé aussi au niveau, parce que les gens, c'est normal d'ailleurs, c'est normal, les gens voulaient savoir qu'est-ce qu'il y avait comme mesures sanitaires. Mais maintenant, à côté des mesures sanitaires, la pandémie n'a pas seulement été une crise sanitaire, il y a une crise économique qui l'a accompagnée, et aussi il faut ne pas oublier aussi la crise climatique aussi.
et qui n'a pas cessé, qui a commencé bien avant la pandémie et qui n'a pas cessé avec la pandémie. Donc, il y aura des propositions et nous, ce qu'on favorise, c'est une relance économique verte, c'est-à-dire on ne peut plus faire les choses comme on les faisait auparavant. Donc, là-dessus, nous sommes en train de peaufiner notre plan pour la prochaine session, mais non seulement pour la prochaine session, mais pour tout l'été qui s'en vient aussi. Oui. J'aimerais ça vous poser peut-être s'arrêter sur une proposition en particulier, c'est l'idée d'une constitution québécoise. Est-ce que c'était pour contrebalancer le projet de loi 96 du gouvernement ou il y a d'autres raisons de cette proposition? Ben écoutez, la proposition actuellement, elle doit être évidemment, c'est une proposition qui a été lancée publiquement, mais c'est une proposition qui devra être débattue par les instances du parti. Donc, avant de devenir formellement partie intégrante d'une proposition publique politique portée par le Parti libéral du Québec. Donc, tu comprendras que pour le moment, bien sûr, c'est vrai que c'est une information qui est sortie dans les médias, donc, mais par respect pour les instances du parti et pour les autres officiers du parti et pour mes collègues députés, je préfère, comme président du caucus, que ce débat-là soit fait dans le caucus et dans le parti avant de pouvoir le commenter. Avant de passer à un autre axe, celui de la jeunesse, je voudrais peut-être vous poser une question. Où vous vous situez maintenant, le Parti libéral? Est-ce qu'il est plutôt centre-gauche, centre-droite? On dirait qu'il propose des idées plutôt droite et par la suite des idées plutôt gauche. J'ai toujours été hésitant sur les adjectifs ou les épithètes de ce genre. Moi, je pense que le Parti libéral du Québec, historiquement, et plus que jamais, doit être le parti de l'économie. Le Parti libéral du Québec doit être le parti des Québécoises et des Québécois, c'est-à-dire que quand on parle d'économie, de la richesse, c'est pas la richesse pour la richesse, mais c'est une richesse pour mieux la partager. Et je pense qu'historiquement, c'est la démonstration comme parti que nous avons faite, c'est-à-dire que la richesse québécoise, nous avons mis en place des balises, des programmes, des mesures pour faire en sorte qu'aucun Québécois, aucune Québécoise ne soit laissé de côté. Et je pense que plus que jamais, c'est ce que nous devons être. Appelez-le centre-gauche, centre-droit, ce sera, je te laisse le soin d'y aller là-dessus, mais ce qui est important pour moi, c'est qu'à tous les jours, je dois poser des questions, je dois faire des propositions, nous devons faire des propositions pour nous assurer que le Québec continue de prospérer au niveau économique, que les valeurs, les grandes valeurs sociales du Québec que nous avons toujours portées au Parti libéral du Québec ne soient pas mises de côté, qui sont des valeurs de justice sociale, qui sont des valeurs aussi de répartition et d'équité intergénérationnelle aussi, qui est, comme tu le sais sans doute, une des grandes valeurs que porte le Parti libéral du Québec aussi. Question intergénérationnelle, on s'en sort tranquillement de la pandémie et plusieurs groupes vont subir certainement des séquelles. En tant que porte-parole du Parti libéral du Québec en matière de la jeunesse, qu'en pensez-vous des actions entreprises par le gouvernement envers les jeunes? Est-ce que c'était assez de limiter l'impact psychologique? C'est clairement pour moi, c'est une grande déception lorsqu'on sait que, par exemple, la pandémie a frappé terriblement les jeunes, que ce soit au niveau éducation. On le voit encore cette semaine avec toute la question des balles des finissants, tous les enjeux de la réussite éducative. On a beaucoup de craintes et tous les spécialistes, tous les experts nous disent que cette génération-là risque d'être la génération écopée, la génération Covid, c'est-à-dire une génération qui connaîtra beaucoup d'échecs, beaucoup de difficultés au niveau de la réussite éducative. Au niveau de la santé mentale, on vient d'en parler aussi, et l'anxiété maintenant est devenue, le taux d'anxiété chez les jeunes est devenu alarmant, donc il y a beaucoup d'enjeux de santé mentale chez les jeunes, et au niveau économique aussi. Et quand on sait que plus de 50% des emplois qui ont été perdus durant la pandémie, c'était des emplois qui étaient occupés par des jeunes. Pensons par exemple à des postes, des emplois saisonniers. Pensons par exemple à des emplois le soir, les fins de semaine, et que ce soit dans le domaine de l'événementiel, dans le domaine du tourisme. Ce sont des emplois qui étaient majoritairement occupés par des jeunes. Ils sont les jeunes qui se sont retrouvés au chômage aussi. Alors là-dessus, c'est clair que nous avons non seulement posé beaucoup de questions, nous avons fait des propositions, comme je l'ai rappelé, à ce gouvernement, mais jusqu'à présent, je suis très déçu. Je vais te donner un exemple rapidement. Et il y a 1 mois et demi, lors des interpellations au niveau des crédits
et jeunesse. Et j'avais en face de moi le Premier ministre du Québec, M. Legault. Comme tu le sais, c'est lui qui est le porte-parole pour son gouvernement des dossiers jeunesse. Oui. Et j'ai pris l'exemple d'une école de ma circonscription, qui est l'école Bienville. L'école Bienville qui est considérée comme l'école la plus défavorisée sur l'île de Montréal. Et je lui ai posé la question, est-ce qu'il trouvait que c'était normal? Est-ce que ça avait de l'allure qu'en matière de soutien au niveau de la réussite éducative, l'aide aux devoirs par exemple, est-ce que c'était normal que cette école-là recevait moins de 10 000 $ pour toute l'école? Et sa réponse a été très décevante. Ouais. Il n'a pas pu répondre, je comprends d'ailleurs. Et ce que je reproche par moment à ce gouvernement-là, c'est un manque de sensibilité flagrante par rapport à des enjeux qui sont importants, comme par exemple les milieux défavorisés. On ne peut pas faire du mur à mur quand vient le temps d'apporter des projets, des programmes. Il faut que les programmes soient adaptés aux réalités des milieux. Et visiblement, dans ce cas-ci, dans le cas de la réussite éducative, il y a beaucoup de programmes qui ont été apportés. Ces programmes-là ne correspondent pas aux besoins puisqu'il n'y a pas assez de ressources pour ces milieux-là. Effectivement. À 15 mois avant les prochaines élections, la CAQ continue à dominer les intentions de vote. Faut-il encore attendre avant de voir l'effet Anglade? Qu'est-ce que le Parti libéral va faire pour renverser la vapeur? Ben écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un plan qu'on est en train de peaufiner et qui commencera à être en route dès cet été. Donc, mais je crois que l'effort qui doit être fait, et puis là je parle, et évidemment comme député de Viau, comme militant libéral, l'effort à faire ne peut pas être seulement que l'effort de Dominique Anglade, qui est la chef du parti. Évidemment, elle est le visage comme chef du parti des grandes orientations du parti, de la direction du parti, mais c'est un effort qui doit être porté, qui doit être assumé par l'ensemble des militants libéraux. Et c'est ce travail-là que nous allons faire tout cet été en nous assurant que chaque militant libéral, chaque militant du Parti libéral du Québec doit avoir un rôle à jouer, doit savoir que l'élection qui s'en vient, ce n'est pas l'élection de Dominique Anglade, ce n'est pas l'élection de France Benjamin, ce n'est pas l'élection d'Hélène David, de Monsef Déragi ou du moins d'autres élus, c'est l'élection qui concerne l'ensemble des militants libéraux. Et pour cela, nous devons chacune de nous, dans nos sphères d'activité respectives, dans nos milieux de vie, agir pour faire entendre la voix, le discours, les propositions du Parti libéral du Québec. Merci beaucoup, mon cher Franz. Franz Benjamin, président du caucus du Parti libéral, porte-parole de dossier de la jeunesse. Merci, au plaisir. Ça fait plaisir. Bonne journée aux auditrices et aux auditeurs de Radio Centre-Ville. Merci. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. De retour à l'émission, un autre sujet aussi important qui m'interpelle personnellement, celui de la limite entre le militantisme, la conviction politique et la ligne du parti. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Ève Torres, militante pour les droits humains. Madame Torres, bonjour. Oui, bonjour Mohamed, bon matin. Bon matin. Nous assistons ces dernières années à l'émergence sous différentes formes d'une génération qui n'accepte plus l'ordre mondial, que ce soit sur le plan social, économique ou environnemental. Cette nouvelle génération rejette également les systèmes traditionnels de gouvernance, que ce soit dans le fonction du gouvernement en place ou au sein même des partis politiques. Quels sont, selon vous, les milieux politiques quelle réponse, selon vous, les milieux politiques donnent-ils à ce besoin? Oh là là, quelle question pour débuter. Bon, bien écoutez, déjà, il a souvent été souligné le manque de participation des personnes qui donnent dans les milieux politiques. Bon, on avait vu quand même que c'était pas tout à fait vrai. Il y a quand même un certain engouement de la jeunesse pour pouvoir s'impliquer. Mais effectivement, ce qu'on peut constater, puis c'est pas nouveau, je pense, mais c'est marqué
ça se marque un petit peu spécifiquement lorsqu'on a espoir qu'il y ait du changement au sein de la société. Alors, ce qui se passe pas mal avec les partis politiques, c'est que malheureusement, ils limitent cette possibilité les possibilités en fait de transformation et d'implication que veulent les personnes qui s'y engagent par rapport à un électorat cible en fait. Ça c'est une des premières limites qu'on peut soulever à travers les milieux politiques. Est-ce que, d'après vous, la démocratie représentative a montré ses limites? C'est assez compliqué. D'abord, est-ce que les partis politiques sont réellement démocratiques? Certains s'y efforcent peut-être, mais on l'a vu par exemple je vais parler de la CAQ, lors de la campagne électorale qui avait été demandée par la CAQ, et que toutes les personnes, par exemple candidates, ne prêtent pas la parole dans les médias. Donc il y avait une ligne à suivre, c'était c'est essentiellement le chef et certainement quelques personnes désignées qui prennent la parole et qui s'expriment, et les personnes candidates qui quand même s'engagent, s'investissent, sont les porteurs de certaines lignes de parti, d'une certaine vision, ne peuvent pas s'exprimer à ce moment-là. Donc et on le voit aussi, malgré que la plupart des partis ont des membres qui s'engagent bénévolement, qui font vivre en fait un petit peu ces partis-là, qui participent à certaines décisions. Ça donne un semblant de démocratie, mais au final, ça reste souvent les directions qui tranchent ou qui suivent les orientations qu'elles ont décidées. Alors, oui, je pense que ça reste problématique, mais finalement, les partis politiques sont un peu, individuellement, sont un peu le reflet de ce qui se passe un peu dans la société. Je veux dire, on a souvent des illusions de démocratie participative, alors que dans les faits, c'est très difficile de faire bouger les choses à l'intérieur même de la société déjà, mais des partis politiques aussi. Alors c'est comme on prétend ouvrir des canaux et de la place de la démocratie représentative, mais elle est limitée. Il y a une marge de manœuvre alors. Elle est limitée, c'est évident, que finalement, chaque parti, comme je vous disais, ou en tout cas chaque direction de parti a des objectifs. Évidemment, l'objectif ultime, c'est toujours d'être élu, etc. Mais la question se pose, en fait, sur les véritables motivations des élections. Parce qu'on a toujours l'impression que c'est une légende urbaine, ou que les gens, monsieur et madame tout le monde, à la maison, se plaignent sans arrêt en disant les partis politiques nous font des promesses, puis ils les tiennent pas, ou alors ils s'en vont ailleurs. Mais lorsqu'on est de l'intérieur des partis, on se rend compte que c'est pas tellement une légende. C'est un peu comme ça que ça se passe dans la réalité. Alors c'est normal, je veux dire qu'il y ait des lignes, et puis lorsqu'on choisit d'adhérer à un parti, c'est certainement parce qu'on y retrouve une vision de la société, on y adhère. Évidemment, chaque militant de parti n'est pas forcément d'accord à 100% avec tout ce qui est mis de l'avant par un parti. Ça reste quand même un classique. Mais on peut voir à l'interne, même lorsqu'il y a des nombres suffisants quand même de personnes qui veulent faire changer les choses. Si je prends par exemple ce qui s'est passé à l'intérieur de Québec solidaire concernant le port des signes religieux, les membres ont fait changer la position du parti lors d'un conseil national.
Oui, effectivement, donc ça a été changé. Québec solidaire a changé sa position, mais après, qu'en est-il lorsqu'il s'agit de s'affirmer? Si, par exemple, la direction du parti n'était pas tout à fait à l'aise avec la décision de ses membres, là, on ne s'affirme plus vraiment. La direction se retrouve prise avec une décision avec laquelle elle n'était pas confortable ou qui touche sa vision. Et du coup, on le voit, après, ils se crispent et ils resserrent en fait leur volonté de démocratie interne. Et donc, c'est ça, c'est qu'en fait, chaque parti décide d'un électorat cible, et je pense que c'est ça qui limite à chaque fois cette fameuse démocratie et participation à l'interne, parce que lorsqu'on cible une certaine catégorie de la population, on veut envoyer des messages qui séduisent, et même des propres directions de partis elles-mêmes dévient parfois de leurs propres orientations pour essayer de s'ajuster en se disant « espérons que ça va marcher auprès de nos électeurs ». Oui. Alors c'est ça, c'est pas vraiment ce qu'on pourrait, c'est pas une réelle démocratie. Encore une fois, c'est vraiment tout ce qui concerne plus les urnes motive en fait les partis politiques bien au-delà des messages qu'ils proposent. Alors, je poserai ma question en fait à partir de ce que vous venez de dire. Alors, pensez-vous que l'élément essentiel, il est plutôt de gouverner et de gagner et ne pas vraiment répondre aux attentes de la population et de ses propres membres? Ah ben moi je dirais que c'est évident, et c'est drôle parce que quand j'étais jeune, je me suis toujours intéressée à la politique. J'adore ça, j'adore les analyser, regarder, comprendre, et je le pensais et je croyais que je pensais ça juste parce que j'étais jeune et parce que voilà j'avais c'est pas un petit côté rebelle ou mais en fait malgré les années, malgré les implications à l'extérieur, à l'intérieur, ou même des fois juste comme analyste ou comme citoyenne, c'est clair, la recherche du pouvoir prend le dessus sur subvenir aux besoins de la population. Et franchement, d'abord, premièrement, c'est déplorable parce que, je veux dire, les politiciens et politiciennes, les élus, oublient une chose. Je veux dire, c'est parce qu'ils sont élus grâce à des votes de la population et ils doivent des comptes. Et ils doivent tenir leurs engagements. Oui. Et parce qu'après, ils s'étonnent qu'il y ait moins de participation. Mais il est clair que la recherche du pouvoir, même si beaucoup de politiciens, politiciennes, lorsqu'ils rentrent dans ce milieu-là, ont beaucoup de... Je dirais que certainement rentrent avec une sincérité, avec une motivation, mais c'est clair que la soif de pouvoir prend rapidement le dessus. Mais vous ne pensez pas qu'il y a un courant plus fort, c'est le système? C'est le système qui force ces politiciennes et politiciens, même les partis, à fonctionner de telle ou telle façon. Oui, mais on dit, c'est vrai, on dit c'est le système, mais c'est comme si vous parlez de racisme systémique, c'est comme si vous parlez de, enfin, tous les problèmes du système qu'il y a. Un système, ça se change. Un système, ça se change, et particulièrement là où on prend les décisions. Alors oui, ça bouleverse, alors oui, ça contrarie, mais en même temps, je veux dire, s'affirmer politiquement, refuser de suivre certaines lignes, à leur niveau, ils peuvent le faire. Je vais reprendre encore l'exemple de Québec solidaire. Il y a 2 coporte-paroles, d'accord ? 2 coporte-paroles. Les règlements du directeur général des élections ont changé. Il souhaite qu'il y ait une seule personne qui soit élue au poste de Premier ministre. Donc là, c'est sûr que le porte-parole là devient difficile à gérer. Mais est-ce que ce parti est obligé
de rester là et d'aller dans et de suivre comme ça cette direction-là en mettant qu'une seule personne qui pourrait être élue comme Premier ministre, etc., etc. Non, ils auraient pu choisir de dire, par exemple, écoutez, nous, on va rester au co-porte-parole là, c'est un mouvement, est-ce qu'on doit absolument, parce que je trouve que c'est le système, le système s'est construit et le système se modifie. Mais lorsqu'on dit c'est le système, c'est qu'on n'a pas envie de sortir des choses dans lesquelles finalement on est bien, parce que ça arrange. Et ça, je trouve que il y aurait peut-être des choses à revoir. Regardez, il n'y a pas de volonté de toute façon de le changer. Lorsque la CAQ est rentrée au pouvoir, ils avaient dit qu'ils s'occuperaient de la réforme du mode de scrutin. On va arriver aux prochaines élections. On savait très bien qu'ils n'allaient pas, parce qu'ils n'ont pas eu un pourcentage quand même si fort que ça, malgré qu'ils sont rentrés au pouvoir. Et on savait, c'était très prévisible qu'ils n'appliquent pas cette réforme-là. Oui. Parce que justement, ça ne serait pas à leur avantage. Donc, il n'y a pas non plus de réelle volonté de changer le système. Et lorsqu'on dit ouais, c'est le système, ça nous oblige, on doit suivre certaines règles. Puis le pouvoir, c'est absolu. Le pouvoir absolu, c'est relatif. Parce que lorsqu'on est dans une opposition, ça peut être aussi un rôle extrêmement important. Et ça devrait être un rôle très important. Brièvement, alors, ça veut dire que la politique autrement... Je m'emballe, vous voyez. Alors, brièvement, ça veut dire que la politique autrement que certains partis ou que la majorité des partis verbalisent comme slogan, c'est pas question d'aujourd'hui, là. Non, c'est pas du tout à l'ordre du jour. C'est un leurre. Et c'est clair parce que, comme vous dites justement, les politiciennes, lorsqu'on parle des vieux partis, des vieilles façons de faire, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à confronter justement en fait ce système et à s'imposer. Donc faire de la politique autrement, ça devient un petit peu une utopie ou une façon de vouloir se démarquer verbalement, mais dans les faits, ça ne se matérialise pas. Donc, qu'est-ce qu'être une façon de faire de la politique autrement, lorsque, à côté de ça, on vient vous dire, on peut pas changer, c'est le système. Donc, je pense que cet argument-là, pour pouvoir, se démarquer, tombe un peu à l'eau. Pour l'instant, personne ne fait de la politique autrement au Québec, de toute façon. Merci beaucoup. Ève Torres, militante pour les droits humains. Au plaisir. Merci à vous, Mohamed. Bonne journée. Au revoir. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. De retour à l'émission et j'ai un grand plaisir de recevoir Madame Louise Harel, femme politique, citoyenne d'honneur de la ville de Montréal. Madame Harel, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien, ça va très bien. Il fait moins chaud. Oui, exactement. Vous avez été nommé il y a quelques jours citoyen d'honneur de Montréal par la mairesse Valérie Plante. Nous tenons d'abord à vous féliciter pour ce titre amplement mérité. Dites-nous, qu'est-ce qu'il représente pour vous cette distinction? Écoutez, c'est certainement pour moi une sorte de reconnaissance de mes accomplissements durant les 40 dernières années. Je fus à la fois députée d'Hochelaga-Maisonneuve pendant presque 28 ans et puis ministre aussi de la métropole et de l'habitation et aussi des affaires municipales. Il y a déjà de cela 20 ans maintenant, mais ça m'a permis, entre autres, de créer la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM. On en parle beaucoup maintenant, la CMM, parce qu'il y a 82 municipalités qui, en fait, maintenant échangent. Avant, souvent, les villes se cannibalisent au niveau si vous voulez, des entreprises
moi, j'avais cessé ce système-là qui était aberrant, là, qui faisait en sorte que les villes faisaient une surenchère pour offrir des annulations de taxes pour aller chercher des entreprises, alors que la région métropolitaine de Montréal, c'est un tout. Et ce à quoi on a à faire face, c'est finalement plutôt la compétition avec d'autres régions métropolitaines comme Boston ou comme Toronto, en fait. Alors, c'est un peu ça, puis un peu aussi la charte de l'actuelle grande ville de Montréal, la charte ou l'article numéro 1 que j'ai introduit et que Montréal est une ville de langue française, la plus grande ville de langue française, la métropole de langue française dans les Amériques. Alors, il y a ça, puis il y a mon amour pour Montréal, et puis pour Centre-Ville, et aussi pour la radio que je connais depuis aussi longtemps. Oui, effectivement. Alors, comme vous l'avez bien dit, tout au long de votre carrière, vous avez œuvré à rassembler les énergies pour faire face aux défis qui s'opposent à la métropole. Les élections municipales vont avoir lieu bientôt. Quels sont, selon vous, les enjeux qui constituent une priorité pour le prochain gouvernement municipal? Et c'est bien sûr qu'il y aura en fait le très, très grand défi du transport collectif. Mm-hmm. Parce que au 21e siècle, c'est impensable d'imaginer offrir à ses citoyens la pollution automobile. Vous voyez, il y a 100 ans, là, il y avait plus de tramways électriques dans la ville de Montréal qu'on peut prévoir qu'il y en ait d'ici 20 ou 30 ans. Alors, imaginez-vous le retard incommensurable à cause du tout à l'auto, en fait. Hein. Ça, c'est après la Deuxième Guerre. C'était de bonne loi de penser que l'idéal, c'était de vivre en banlieue, de travailler dans un parc industriel et puis de conduire une auto sur une autoroute. Alors, tout ça a changé dans la perspective, en particulier des jeunes générations, puis c'est tant mieux. Mm-hmm. L'autre grand défi, là, je vous dis ça rapidement, c'est que ça n'a pas de bon sens. Maintenant, rester à Montréal, ça va être un luxe quasiment, tellement le coût du logement a augmenté, le coût, ça peut pas durer. Ça, c'est un enjeu là, majeur, extrêmement important. D'abord, moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'on a appelé le 20-20-20, c'est-à-dire 20% des nouvelles constructions de logements social, de logements familial, et c'est majeur là, qu'on mette ça en application. Mm-hmm. Certains pensent que ce changement, que ce soit social, économique, c'est normal vu qu'il s'agit d'une métropole et puis si on le compare avec les grandes villes canadiennes, c'est normal ce changement. Est-ce que jusqu'à quel point c'est vrai? C'est-à-dire que Montréal reste quand même une ville de petite patrie. Ça, là, souvent on méconnaît notre histoire, mais Montréal, il n'y a pas si longtemps, vous voyez, c'était autour des années 30, vous allez me dire quand même, ça fait 80 ans, mais malgré tout, Montréal a intégré pendant 60 ans 30 petites municipalités sur l'île. Mm-hmm. Vous êtes étonnés, hein? 30 municipalités qui sont devenues des quartiers de Montréal. Alors, c'est pas simplement lors des fusions là, que j'ai en fait initié là, pour faire de Montréal une grande ville, mais c'était bien avant. Alors, c'est 60 petites municipalités qui ont été intégrées. Hochelaga était une municipalité, Maisonneuve était une municipalité, Saint-Michel était une municipalité, puis on pourrait continuer comme ça pour 30 au total. Donc, ça fait des quartiers qui sont comme des petites patries. Ce sont des quartiers, chaque quartier montréalais a comment vous dire, sa spécificité, on appellerait ça maintenant sa signature, ou en fait. Verdun, par exemple, la rue Wellington, ou Annecy avec la rue Fleury, ou Rosemont avec la rue Masson, ou Hochelaga-Maisonneuve avec la rue Ontario. On pourrait continuer comme ça très, très, très longtemps. Mais ce qui est nouveau à Montréal depuis à peine, je vous dirais, même pas 20 ans, c'est qu'il y a un retour. Avant, c'était des quartiers ouvriers. Il y avait des dizaines de quartiers ouvriers à Montréal. Et les quartiers bourgeois, il n'y en avait pas tellement. Là. C'était Outremont pour les francophones, puis Westmount, grosso modo, pour les anglophones.
Mais les ex-quartiers ouvriers comme Villeray, comme Rosemont avec Angus, il y avait 8000 ouvriers à Angus qui travaillaient puis qui habitaient dans le secteur de Rosemont. Avec Hochelaga Maisonneuve, qui avait les raffineries, qui avait la Vickers, qui avait la chaussure, il y avait des dizaines d'entreprises. C'était des ouvriers. Et là, évidemment, ça a eu une transformation qui était difficile, qui était à la fin du siècle passé, là, les années 1990 et autres, là, c'est que ces ex-quartiers ouvriers sont devenus plus des quartiers résidentiels. Oui. Mais il y a une population qui cohabite encore. Vous avez encore le Vieux-Rosemont, puis vous avez Angus, vous avez ce qu'on appelle Hochelaga Maisonneuve, puis Hochelag. Tu sais, les plus jeunes appellent ça Hochelag, ceux qui sont arrivés plus récemment. Vous avez la même chose à Verdun, avec l'île des Sables, mais aussi avec le Nouveau Verdun, puis l'Ancien. Vous avez ça presque partout à Montréal. Et c'est ça la nécessaire cohabitation, mais ça suppose, évidemment, d'en être conscient, puis de savoir qu'il faut tenir compte des vieilles populations. Mm-hmm. Madame Harel, vous êtes une des figures emblématiques en politique pour les femmes au Québec. Des avancées considérables sont enregistrées dans l'engagement des femmes dans tous les domaines de vie au Québec, notamment en politique. Comment expliquez-vous que des inégalités persistent encore malgré les luttes qui se poursuivent encore? Absolument. Moi, j'ai fait adopter la loi sur l'équité salariale. Alors, ça, vous savez, c'est une loi qui s'ajoute à l'égalité. C'était toujours... c'était en place là, que si on faisait le même travail, une femme gagnait le même salaire. Mais l'équité salariale, c'est un pas de plus, c'est un pas de plus haut. C'est-à-dire que si on fait un travail équivalent, et ça suppose une comparaison, parce que dans la rémunération, surtout dans la rémunération, il s'est infiltré des préjugés. Il y a eu du sexisme systémique. Et puis, je suis toujours surprise du refus du gouvernement de reconnaître le racisme systémique, parce que déjà, en 97, on a adopté une loi à l'Assemblée nationale, celle que j'ai fait adopter. Le préambule, la présentation dit que cette loi est pour corriger la discrimination due au sexisme systémique. Ça veut dire quoi systémique? Ça veut dire que, en quelque part, c'est pas toujours volontaire. C'est intégré, c'est des biais, c'est des stéréotypes, c'est des préjugés qui sont intégrés, mais intégrés collectivement. Hein? Ça veut dire que, par exemple, le travail que les femmes faisaient, c'était souvent dans la continuité de ce qu'elles faisaient pas payer à la maison, c'est-à-dire des services aux personnes, enseignantes, infirmières, hôtesses de l'air, etc. Et ça a été même beaucoup moins rémunéré. Pour toutes sortes de raisons aussi. Il y avait, évidemment, je ne ferai pas toute une conversation sur le patriarcat, là, mais c'est sûr que même nos lois, vous savez, c'était jusqu'en les années 60, il a fallu la première femme députée qui était là pendant 11 ans à l'Assemblée nationale toute seule pour faire adopter une loi où les femmes mariées pouvaient signer elles-mêmes. Vous voyez, ma mère avait un salon de coiffure, puis c'est mon père qui devait signer pour signer le bail. Ben, la ministre qui a fait adopter ça, Claire Kirkland, elle-même avait dû faire venir son mari pour signer un bail de location d'un logement à Québec où elle allait dorénavant siéger. Oui. Alors, évidemment, les choses changent, mais pas à la vitesse qu'on voudrait, ça c'est sûr et certain. Mais Madame Harel, brièvement, si vous voulez bien, vous avez longuement œuvré pour le rapprochement interculturel au Québec. Est-ce que les tensions sociales qu'on vit actuellement risquent de mettre en péril le vivre ensemble? Écoutez, ça fait déjà 50 ans, je pense, de ça. C'était dans les années 70. J'étais déjà très active au sein du Parti québécois. Et c'est en 75 que j'avais toute une équipe qui avait traduit le programme en langue, en grec, portugais, italien, espagnol, arabe, qui avait traduit le programme du Parti québécois. Et j'avais vraiment l'appui, le soutien de René Lévesque. Mm-hmm. Mais M. Lévesque était vraiment quelqu'un d'extrêmement ouvert à la diversité. Moi, j'ai
toujours aimé le caractère cosmopolite de Montréal. J'ai toujours dit ceci, là, que je vais vous répéter. Moi, je suis très fière d'être d'origine canadienne-française. Là, ma grand-mère a eu 17 enfants, etc. Mais je sais très bien que l'avenir se bâtit avec les Québécoises et Québécois de toute origine. Alors, je suis fière d'être canadienne-française. J'ai un conjoint qui est d'origine arabe, palestinienne, et j'ai plein d'amis autour de nous. Et je pense que c'est l'identité québécoise qui nous rassemble. Mm-hmm. Et là, on est dans une période de transition. C'est une période qui est difficile pour la jeune génération qui, elle, dans le fond, a déjà réglé cette question-là. Dans la société, c'est beaucoup plus les gens de ma génération, moi j'ai 75 ans, là, c'est plus les gens de ma génération qui ont à se réconcilier avec l'idée que ce ne sont pas des visiteurs, ce sont des gens qui nous ont adoptés et qui, au même titre que nous, on voit au chapitre comme nous. Madame Harel, ce fut un grand plaisir de vous recevoir. J'espère que ça sera une autre fois. Oui, plaisir. Ça m'a fait plaisir et vraiment sympathique. Je suis à votre disposition. Merci, au plaisir. Très bien, au revoir. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. De retour à l'émission, après Madame Harel, j'ai le plaisir de recevoir une autre femme extraordinaire, Marjorie Villefranche, directrice de la Maison d'Haïti et citoyenne d'honneur de Montréal. Madame Villefranche, bonjour. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Oui, merci. Vous avez été nommé il y a quelques jours citoyen d'honneur de Montréal par la mairesse Valérie Plante. Nous tenons d'abord à vous féliciter pour ce titre bien mérité. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur cet hommage et surtout quelle est sa spécificité et sa distinction par rapport à d'autres prix que vous avez eus? C'est-à-dire que c'est une reconnaissance de la ville de Montréal. Voilà, donc c'est assez surprenant. Moi, j'ai été très surprise parce que je ne m'y attendais pas du tout. Parce que les personnes qui sont citoyens d'honneur de la ville de Montréal, c'est plutôt des espèces de très grandes personnalités. Et donc, j'ai été très étonnée de ce choix, par ce choix, mais bon, voilà. Oui. J'étais surprise moi-même. Mais bon, ce que ça veut dire, c'est simplement qu'on rend hommage à une personne qui a, en principe, fait des choses exceptionnelles. Voilà. Considérez-vous cet hommage comme un clin d'œil à la femme issue de la diversité, ou la militante pour la justice sociale, ou une reconnaissance du rôle des femmes engagées dans le communautaire? Un peu tout ça, un peu de tout. Je pense que c'est la position que j'ai toujours prise pour probablement défendre les personnes qui n'avaient pas de voix, pour défendre des causes que je pensais justes, pour le fait que je pense que je suis une personne un peu sans compromis, dans le sens que j'étais ce que je pense et ce que, voilà, je lutte pour la justice sociale, l'égalité. Les causes féministes, antiracistes, ça a toujours été mes positions, voilà. On voit plus en plus des mouvements citoyens, des manifestations et des revendications pour un monde meilleur. Selon vous, comme une femme engagée, s'agit-il des avancées dans la prise de conscience collective ou d'une révolte d'un système qui ne marche plus? Vous savez, vu mon âge, parce que je vais avoir 70 ans, dans les années 60, dans les années 60, dans les années 70, il y avait un peu un mouvement qui ressemblait à ça. Et j'étais très jeune à l'époque et j'en étais. Et donc, et puis c'est retombé dans les années 70-80. Maintenant, ça revient. Donc, avec ma grande sagesse, maintenant, je me dis, bon, pourvu que ça dure. Et puis, je sais que peut-être que ça va retomber un peu, mais voilà, donc je fais confiance dans la jeunesse en me disant que bon, c'est un élan, voilà. La pandémie continue d'affecter des personnes vulnérables. Selon vous, quel est l'impact sur les familles immigrantes et vos constats à la Maison d'Haïti? Vous êtes situé dans un quartier multiculturel. Quels sont vos constats? Mon constat, c'est que la pandémie a beaucoup affecté les familles dans ce quartier. Beaucoup les jeunes, les femmes. Ça a été très difficile parce que le confinement était très compliqué.
des appartements assez petits, beaucoup de personnes dans un appartement, donc beaucoup de jeunes n'étaient pas capables de rester tout le temps confinés, donc ils sortaient. Ensuite, vous avez quand même énormément de gens qui travaillaient encore dans les services essentiels. Et donc, quand eux étaient infectés, ils infectaient toute la famille parce que tout le monde était presque dans la même pièce. Donc, ça a été très difficile et je pense que moralement, psychologiquement aussi, ça a été très dur. C'est une année très dure. Vous imaginez, c'est dur sur les gens qui sont privilégiés. Alors, vous voyez les personnes qui le sont moins, qu'est-ce que ça peut donner? Et puis, voilà. Donc, mais je pense que le constat, c'est que c'est un révélateur des inégalités sociales. Cette pandémie est un révélateur des inégalités sociales et ça saute aux yeux. Et bon, que va faire le gouvernement? Que vont faire le pouvoir, les gens de pouvoir face à cette inégalité? C'est un petit peu le travail qu'on a à faire, donc de toujours continuer à dénoncer ces inégalités et les pointer du doigt en disant ça n'est pas normal, ça n'est pas normal. Pensez-vous que les séquelles, ils vont rester là pour un moyen long terme? Les séquelles, je pense que les séquelles vont être là pour longtemps parce que quand on regarde, moi quand je regarde les jeunes et les enfants du quartier, je sais que les séquelles vont être là pour longtemps parce qu'ils ont été très affectés. Maintenant, je suis persuadée aussi que les organisations communautaires représentent un facteur de protection pour ces personnes-là, pour les enfants, pour les femmes, pour les hommes, pour les familles. Et donc le travail des organisations communautaires va devenir extrêmement important. Parce que nous sommes, d'une certaine manière, leur facteur de protection. Oui. Vous parlez des organismes communautaires. Effectivement, l'action communautaire a démontré jusqu'à quel point elle était utile, très importante durant cette pandémie. Pensez-vous qu'il y a une reconnaissance des bailleurs de fonds, du gouvernement, et qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour assurer sa contribution? Bon, il n'y a pas une reconnaissance réelle, mais je pense qu'il faut continuer à faire ce qu'on fait. Vous savez, je fais ça depuis 40 ans.